Bonjour, soyez bienvenus à Cuba, l'île la plus grande des Antilles et belle dans le Caraïbe. Je vais vous montrer l'histoire, le paysage, la culture, un peu la vie des gens et je vous souhaite un bon séjour. La sonnerie retentit dans l'école de ce quartier central de la Havane. Pour les élèves, à l'uniforme obligatoire, la journée débute. Tout comme pour ces habitants de la capitale cubaine, levés aux aurores. Ils espèrent que ce camion venu de la campagne proposera quelques fruits et légumes, souvent difficiles à trouver. Pour découvrir la Havane, quoi de mieux que cette vieille américaine, vestige des années 50, entretenue avec passion par Ernesto, notre chauffeur. C'est parti. Coup d'œil sur le magnifique opéra de la Havane, voisin du Capitole, totalement inspiré de celui de Washington. Passage par la porte chinoise, puis sur les avenues aux bâtiments de l'époque coloniale. Moment calme dans le parc très boisé de la Havane, avec ses pêcheurs et ses arbres impressionnants. Et nous arrivons au Malecón, cette longue avenue de 8 km qui longe l'océan. Des immeubles modernes s'y sont installés, mais la partie historique de ce front de mer prestigieux au début du siècle dernier reste à réhabiliter. Aujourd'hui, le Malecón est plutôt déserté. Retour dans la ville avec ses forteresses qui protégeaient l'entrée du port. La plus vieille, celle-ci, date de 1558. Laissons nos vieilles américaines pour une autre spécialité de Cuba, le rhum et son célèbre Havana Club. Les colons espagnols ont introduit la canne à sucre dès le XVIe siècle, puis les techniques de distillation et de vieillissement, notamment dans des fûts de chêne. Une gigantesque maquette reconstitue l'âge d'or de l'industrie sucrière avec l'arrivée du chemin de fer, la construction d'usines mécanisées et le développement des villages alentours. Et la visite s'achève évidemment par une dégustation. Santé, bonheur. Bonne santé. L'autre spécialité historique de Cuba, ce sont ces cigares réputés dans le monde entier, malgré les dangers pour la santé. On y trouve évidemment les célèbres Monte Cristo. Dans cette importante manufacture, les ouvrières et les ouvriers assemblent manuellement les différentes feuilles de tabac. Elles sont ensuite roulées et collées. Puis, chaque cigare est contrôlé et trié selon sa qualité. Cuba produit environ 100 millions de cigares chaque année. Cuba, c'est bien sûr aussi la musique et la danse avec la fameuse salsa cubana, au mouvement fluide, circulaire et sensuel. Les écoles de salsa sont nombreuses, comme celle-ci, avec ce vieux maître réputé. Il nous offre une jolie démonstration.
La musique nous accompagne dans ce restaurant traditionnel rendu célèbre par un client de marque, l'écrivain et aventurier américain Ernest Hemingway. On y trouve sa dédicace vantant les mérites du Morito de la Bodeguita del Medio. Son Morito reste une valeur sûre aujourd'hui encore. Rien n'a d'ailleurs vraiment changé depuis l'époque Hemingway. On continue d'y déguster les plats locaux au son exotique d'un orchestre local. La découverte de la Havane, capitale de 2 millions d'habitants, se poursuit à pied dans les rues pavées du quartier historique. Nous voici sur la place de la cathédrale. De style baroque, elle fut construite au XVIIIe siècle. La cathédrale San Cristobal rend hommage au découvreur de Cuba, un certain Christophe Colomb, en 1492. Sa statue orne la cour de l'ancien siège du gouvernement colonial espagnol. Superbement restaurée, la vieille place présente ses belles demeures étalant les styles du XVIIIe siècle à l'art nouveau du début du XXe. Une place au passé douloureux, c'est ici que se tenait le marché aux esclaves. Autre place historique, balayée par un vent puissant venu de la mer, la place Saint-François d'Assise. Les petits havanais viennent y nourrir les pigeons et comme tous les enfants du monde, leur courir après sous les yeux impassibles de Saint François. Reprenons l'autocar pour nous éloigner du centre historique. Nous sommes sur la gigantesque place de la Révolution, face au mémorial José Marti. Cette tour de 142 mètres en mémoire de l'apôtre de l'indépendance, mort au combat en 1895. La place pouvait accueillir plus d'1 million de personnes lors des discours fleuves de Fidel Castro. Également présent, le portrait géant du révolutionnaire Che Guevara. Sans oublier, évidemment, la présence du premier dirigeant communiste de l'île. Dans les rues de la Havane, ces rutilantes vieilles américaines sont quasiment réservées au plaisir des touristes. Mais les plus nombreuses sont beaucoup moins rutilantes et appartiennent à des Cubains qui essaient tant bien que mal de les maintenir en état de marche pour assurer leur déplacement. Acheter une voiture est impossible pour la plupart des Cubains. Retour dans le centre de la capitale autour du parc central et de sa statue de José Marti, le combattant de l'indépendance. Dans son dos, l'imposant opéra à la magnifique façade, témoin de la belle époque. À ses pieds, les fameux coco-taxis. En forme de noix de coco, ils sont très populaires pour transporter habitants et touristes. Face au prestigieux Capitole, la Havane perd de sa superbe avec ses rues étroites, défoncées, et ses immeubles non entretenus où s'entassent de multiples familles dans des appartements minuscules et souvent insalubres. Il manquerait des dizaines de milliers de logements. La nuit,
La musique reprend ses droits et résonne dans la ville. La lumière met en valeur les plus beaux bâtiments. C'est de la terrasse du Café du Louvre que s'échappe cette salsa qui envahit le quartier de l'Opéra et du Capitole. Dans les quartiers populaires, la lumière est moins présente, mais on aime aussi se retrouver dans la rue. Nous quittons la Havane par l'autoroute, direction Vignales, à l'ouest de l'île. Un trafic très restreint, hormis quelques vieux véhicules, et comme une incongruité, un attelage assurant les transports entre villages. Mais pourquoi donc toutes ces voitures sur le bas-côté ? Certaines y sont depuis la veille. Leur conducteur attend le réapprovisionnement de la station-service. Cuba fait face à une importante pénurie de carburant. Nous arrivons dans la riche vallée de Vignales, riche par sa terre très fertile et par ses paysages. Des paysages classés paysages culturels de l'humanité par l'UNESCO. Il faut dire que ces mogotes, ces impressionnants pins de sucre plantés dans la vallée, ont fière allure. Ici, la principale culture est celle du tabac. Un drôle de hangar, couvert de paille, nous sommes chez un producteur de tabac. C'est là que les feuilles sont séchées, à l'abri du soleil, avant d'être transformées en cigares. Justement, le propriétaire des lieux va nous expliquer la fabrication. Pour rouler un cigare, on a besoin des trois parties, la tripe des dents, qui fait la combustion de sucre padémie pour enrouler la tripe. Et à la fin, la finition, la plus belle, la plus élastique, la dernière, plus claire, plus mieux. Les doigts comme jouer au piano. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On fait le massage. Consommation immédiate. T'as vu? La première fumée sous la cendre. Je l'ai fait homogène. Facile. Un panneau de propagande sur le bord de la route et nous entrons dans la petite ville de Vignales. À la campagne, les propriétaires de véhicules sont encore plus rares qu'en ville. Le cheval reste le principal moyen de transport. Découverte de petits hameaux aux habitations très modestes. Mais à l'accueil chaleureux avec ses noix de coco bien rafraîchissantes. Quant aux bœufs, ils assurent le transport des charges lourdes ou les travaux dans les champs. Direction Las Terrazas en pleine nature.
Les Cubains sont très fiers de cette biosphère inscrite à l'UNESCO et qui a demandé des années de reconstitution de la forêt. Cette zone avait connu une déforestation quasi complète avec l'implantation du café, notamment par des Français au XIXe siècle. En 1968, la décision est prise de replanter 7 millions d'arbres. La nature a retrouvé ses droits, notamment avec le tocororo, l'oiseau emblématique de Cuba. Son joli plumage, bleu, rouge et blanc, rappelle le drapeau du pays. Habitants et touristes viennent profiter des piscines naturelles aux eaux douces et tièdes. Sur les superbes hauteurs de la région, voici le domaine d'un colon français, producteur de café avec ses esclaves sénégalais. Sur cette terrasse, les grains de café étaient séchés au soleil. Les vestiges des cellules des esclaves sont toujours présents. Nous nous dirigeons vers la côte sud de l'île et la fameuse baie des Cochons. Première grande défaite de l'impérialisme yankee en Amérique latine, proclame ce panneau à l'entrée de Gijón, principal village de la région. Un petit musée célèbre la victoire des forces révolutionnaires cubaines sur les mercenaires américano-cubains venus renverser le régime castriste. Aujourd'hui, la baie des Cochons étale ses belles couleurs transparentes face à une végétation luxuriante. Pourtant, en ce 17 avril 1961, ici, c'est la guerre. 1400 exilés cubains formés par la CIA débarquent. Rapidement, la petite escadrille cubaine d'une dizaine d'avions de combat bombarde les assaillants et coule le principal navire de ravitaillement. Fidel Castro organise la contre-offensive. Après 72 heures de combats acharnés, les anticastristes se rendent. L'opération est un échec. Ils seront échangés 1 an et demi plus tard contre 53 millions de dollars en médicaments, matériel agricole et nourriture. Fidel Castro, héros dans la région, apparaît même sur le panneau de présentation de la ferme de crocodiles dont la mission est de réintroduire l'espèce endémique. Le crocodile de Cuba, proche de son cousin américain, est en effet l'une des espèces les plus menacées au monde. Dans cette ferme, ils sont des centaines, parqués selon leur niveau de développement et leur croissance. La région est couverte de marais, mais aussi de forêts tropicales. Un guide nous y emmène sur des sentiers au milieu d'une végétation dense. Ici, il sera difficile de se baigner. Ce crocodile garde jalousement les lieux. Et voici l'arbre des touristes. Comme eux, il rougit et il pèle, d'où son nom. Mais surtout, il est doté d'effrayantes racines qui, telles des serpents, rampent sur de longues distances pour étancher son besoin d'eau. Les trous d'eau reflètent la magnifique végétation, mais attention, ils abritent d'énormes crabes aux pinces impressionnantes. Confiante dans son camouflage naturel, cette espèce de perdrix couve ses œufs sans crainte particulière au bord du sentier. Nous poursuivons notre découverte de la côte sud en direction de Cienfuegos. Surnommée la perle du sud, Cienfuegos a gardé son allure de fin du 19e siècle, début du 20e. Son architecture est en partie inspirée par celle de Paris. Il faut dire qu'à l'arrivée des colons français, au 19e siècle, la ville a connu un développement économique important
liées à l'industrie sucrière. La place José Martí concentre les plus beaux bâtiments de la ville. La cathédrale de style colonial, édifiée au XIXe siècle, est ornée de vitraux français. Un peu plus loin, le palais de l'Assemblée provinciale. Et à l'extrémité de la place, le palais Ferrer avec sa jolie petite tourelle de style Art Nouveau. D'inspiration italienne, voici le magnifique théâtre Thomas Terry, construit par un industriel du sucre de la fin du XIXe siècle. Il a conservé toute la richesse de l'époque et il a connu de grandes heures de gloire avec sur scène des artistes de prestige comme la célèbre Sarah Bernhardt. Ici, la richesse de l'ère coloniale s'affichait avec les palais des gros propriétaires. Celui-ci semble tout droit sorti des Mille et une nuits. Sa terrasse, sur laquelle on déguste un excellent mojito, offre une magnifique vue sur la baie de Cienfuegos. Retour dans la ville et la longue avenue 54, bordée de commerces et agréablement piétonne. Toutefois, ici aussi, les habitants font face à la pénurie de nombreux produits de consommation courante. De longues files d'attente se forment devant les magasins alimentaires. Et parfois, le ton monte. Il faut dire que dans les magasins d'État, à l'allure laide et triste, les produits sont rares et le choix limité. Un petit air de France à Cienfuegos, il s'agit d'un magasin de luxe au prix quasi inabordable pour la majorité des Cubains. Comme dans la plupart des boutiques, les prix sont affichés en euros et une paire de chaussures à 53 € ou une chemise à 59 € représente plus que le salaire moyen mensuel à Cuba, 50 €. Aujourd'hui encore, les Cubains vivent sous le régime des carnets de rationnement. Ils limitent la quantité d'achats alimentaires mensuels. Continuons notre découverte de l'île avec Trinidad, certainement l'un des lieux les plus attachants de Cuba. Cette petite ville, vieille de 500 ans, a gardé toutes les traces de la colonisation espagnole. Son implantation a suivi de peu la découverte de l'île par Christophe Colomb. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, Trinidad est un véritable trésor avec ses vieilles maisons colorées et ses rues pavées. Cette fois encore, nous sommes accueillis en musique pour un déjeuner dans cette maison traditionnelle. Les convives sont ensuite invités à se mêler aux musiciens pour le tube cubain le plus chanté au monde, Guantanamera. Dans la rue, nous assistons à une partie endiablée de dominos. Vamos.
Muy malo, viejo. Muy malo, viejo. Un 2 te va a dar 2 buenísimos Y ahora, serie. Ahora de 8 blancos, serie. Sube, con malo eres. No iba. A Francia, no le puedes tomar fotos a él. Trinidad est implantée au pied de la chaîne Sierra del Escambre qui culmine à un peu plus de 1100 mètres. Cette vallée a longtemps été couverte de champs de canne à sucre. Aujourd'hui, restent les vestiges d'une époque certes prospère, mais au prix de la souffrance des esclaves. Cette jolie tour était en fait un mirador pour surveiller le travail des esclaves. Des fouilles ont permis de dégager les bases de la raffinerie de sucre avec le support des fours. La raffinerie de cet autre domaine était plus grande, d'où une tour mirador plus élevée à côté de la belle demeure du propriétaire. Pendant plus de 250 ans, des centaines de milliers d'esclaves seront exploités dans les cultures de café, de canne à sucre et de tabac à Cuba. Retour à Trinidad. En ce dimanche étouffant de chaleur, les ruelles sont vides, mais la musique s'échappe de toutes les maisons. Chez cette famille qui nous héberge, danse, musique, retrouvailles familiales, arrosées de canchanchara, le cocktail local. Le lendemain matin, on retourne au travail ou à l'école, en vélo-taxi ou à vélo. Dans ce quartier, il n'y a plus d'eau courante, les habitants doivent remplir seaux et jerrycans. Cette fois, nous embarquons à bord d'un catamaran, direction la petite île de Cayo Icano. Une traversée de plus de 2 heures sous un beau soleil, agrémentée d'un bon petit vent dans les voiles. Nous approchons, mais avant d'accoster, découverte des fonds marins et de ces poissons colorés. Petit jeu de cache-cache au fond de l'eau.
Et voici Cayo Higano, cette petite île aux allures paradisiaques. Île déserte? Pas tout à fait. Ses habitants semblent tout droit sortis de la préhistoire. Des dizaines d'iguanes nous accueillent et nous accompagnent sur la plage. Nous reprenons la mer et débarquons au petit port de pêche de Trinidad. Direction Santa Clara dans le centre de l'île. Il nous faut franchir la Sierra del Escambre. Dans les villages, les enfants se rendent à l'école, on se déplace à pied ou dans des charrettes ou encore à vélo. Et si on a de la chance et les moyens, on dispose d'une voiture des années 50, un peu comme ce vieil autobus. Comme le disent de nombreux Cubains, ici, la société s'est arrêtée en 1959. Quant au camion, il date de l'ère soviétique. Nous arrivons à Santa Clara, petite ville construite au XVIIe siècle, loin des côtes, afin d'éviter les attaques des pirates. C'est Che Guevara qui a rendu célèbre Santa Clara. Le révolutionnaire est partout présent, en ville et dans les magasins de souvenirs. Le 29 décembre 1958, il fait dérailler le train blindé que le dictateur de l'époque, Batista, a fait envoyer à l'armée qui défend Santa Clara. Le Che et ses camarades révolutionnaires s'emparent des armes contenues dans les wagons. Ils remportent la victoire décisive qui, le 2 janvier 1959, amène Fidel Castro à la tête de Cuba. Un site rend hommage à cette attaque du train blindé avec ce monument symbolisant l'enchevêtrement des rails. Le bulldozer qui a permis le déraillement est même honoré. L'intérieur d'un wagon blindé a été reconstitué avec quelques armes et objets de l'époque. Sur la place de la Révolution, un impressionnant mémorial a été érigé aux guérilleros héroïques. Sous le mémorial se situe un vaste mausolée où le Che repose au milieu de plusieurs de ses camarades de combat. Nous avons rejoint la côte nord, direction l'île de Santa Maria. Nous voici sur une route étonnante, comme posée sur l'eau. 10 années de travaux, 47 km de long, 49 ponts qui permettent le mouvement des marées. Au bout, une certaine forme de paradis avec les plus belles plages cubaines. Des couleurs de rêve, une transparence incroyable, une eau qu'on a peine à quitter. Et des pélicans pour tenir compagnie. De quoi planer avec toutes ces superbes images d'un Cuba ensorceleur à la population pauvre, mais chaleureuse et très accueillante.